Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission sur Théora TV. Aujourd'hui, un regard sur le féminin sacré. Féminin sacré, du coup, qui est d'actualité, on en parle beaucoup, on le voit partout. À mes côtés aujourd'hui, j'ai deux partenaires merveilleuses. Donc j'ai Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Cécile. Donc Virginie, toi tu es spécialisée dans l'accompagnement des femmes à chaque étape de notre vie, du coup je m'inclus dedans. Tu proposes des accompagnements vers une reconnexion de notre féminité sacrée, de notre, vraiment du côté vraiment spirituel. Tu abordes aussi bien les cycles féminins, la sexualité, le couple, l'énergie créatrice, tu aides à débloquer les freins, les blocages, vraiment on va dire que tu permets de venir retrouver son essence. Tu accompagnes de façon holistique, vraiment, donc dans la globalité de l'être, donc sur les plans physiques, sur les plans mentaux, émotionnels, familial, et oui, énergétiques et spirituels. Donc on va dire que tu es quelqu'un de très intuitif, donc tu travailles en guidance intuitive, tu utilises diverses approches axées sur le présent et axées sur le passé, donc tu vas utiliser l'énéagramme, le coaching, la communication non violente, parmi tant d'autres évidemment, et puis la psychogénéalogie intuitive, l'énergétique, voilà. Voilà un petit peu le portrait de Virginie. Et puis à mes côtés aussi, j'ai Julie, et Julie du coup, bonjour. Bonjour Cécile. Bonjour, du coup Julie, tu es coach et psychologue, donc vraiment de formation coach et de formation psychologue. Toi, tu accompagnes les femmes dans la reprise de confiance en elles. Tu es vraiment spécialisée dans le fait de recroire en soi, de se reconnecter à des valeurs intrinsèques et à une essence féminine. Le but, c'est évidemment de retrouver la liberté d'être soi et de se réaliser totalement dans notre énergie féminine, dans notre conception, on va dire, féminine. Tu proposes toi aussi une approche globale en prenant en compte des dimensions émotionnelles, corporelles, spirituelles, et tu crées toi autour de toi vraiment un petit salon de thé dans lequel on viendrait te raconter un petit peu notre propre vérité et pour pouvoir exister entièrement et pleinement. Donc tu es diplômée, je l'ai dit, de psychologie, de coaching, et tu utilises également des techniques, d'autres techniques, donc la relaxation évolutive et dynamique. Tu utilises le massage thaï, tu utilises le reiki, tu utilises le FT, enfin voilà, du coup, toi aussi, tu as une approche, on va dire, très globale. Voilà pour la présentation, et donc aujourd'hui, nous allons parler de la féminité. Alors, la féminité sacrée. Moi, je me suis un petit peu intéressée à ce qu'était la femme. Donc évidemment, ça me concerne un petit peu, donc je m'y suis intéressée. À ce qu'était la femme, et finalement, la femme, dans un dictionnaire, c'est qui a un sexe féminin, quoi. Voilà, point. Et effectivement, c'est pas très défini. C'est ça. Ensuite, le féminin, du coup, c'est ce qui est propre à la femme. Donc là aussi, on est bon, quoi. On tourne un petit peu en rond, c'est pas vraiment défini. Non pas que j'ai besoin de me définir, mais j'ai besoin effectivement de comprendre comment je fonctionne et qui je suis. Donc je suis allée voir vers le féminin sacré. Et le féminin sacré, du coup, c'est assez particulier parce que quand on regarde un petit peu ce qu'est le féminin sacré sur des sites ou des blogs, on comprend pas grand-chose parce qu'on nous dit que c'est une voie initiatique. Alors, une voie initiatique vers quelque chose, mais quoi? Moi, j'avoue, c'est vrai que pendant longtemps, je me suis posé la question de ce qu'était le féminin sacré. Aujourd'hui, je suis même pas sûre d'avoir trouvé toutes les réponses. Donc vraiment, c'est pour ça que j'ai voulu créer cette émission, de manière à ce qu'on puisse venir aborder en profondeur ce qu'est le féminin sacré. Donc aujourd'hui, nous allons voir déjà ce qu'est l'énergie féminine, l'énergie masculine, sans rentrer dans une dualité, dans une confrontation du masculin et du féminin, mais vraiment venir regarder le féminin en soi, le masculin en soi. On va venir regarder aussi les archétypes féminins, parce qu'on voit beaucoup de choses passer, et donc effectivement, on peut être une déesse, on peut être une sorcière, enfin voilà, donc évidemment, c'est intéressant de venir voir et de venir comprendre ce que ça joue comme rôle dans notre vie et dans notre construction. On va venir également regarder comment on peut accueillir, nous, en tant que femmes, notre féminité sacrée, comment on peut se construire ou se reconstruire dans ces valeurs, on va dire, de féminité. Et puis ensuite, on va regarder quel est le pouvoir un peu magique, parce que vraiment c'est comme ça que je le ressens, de la sororité, de ces partages entre femmes, de ces égrégores féminins. Donc ça m'intéresse de partager ça avec vous et de venir voir ce que vous allez nous en dire. Donc on commence tout de suite par l'énergie
féminine et puis en comparaison entre guillemets, en parallèle avec l'énergie masculine. Donc l'énergie féminine, ce que j'ai pu en comprendre, c'est que c'est lié à l'intuition, que c'est lié à la sagesse, que c'est lié à l'accueil, que c'est lié à une force intérieure et au monde subtil. Pour autant, le masculin sacré, on va être dans l'action, dans l'audace, dans la vigueur, dans la force extérieure et dans le monde physique. Donc, du coup, est-ce que Julie, tu peux peut-être nous expliquer d'une manière psychologique, finalement, qu'est-ce que le féminin, qu'est-ce que c'est que cette énergie féminine, à quoi ça correspond? Alors, déjà, je suis tout à fait d'accord sur le mot énergie. C'est quelque chose pour moi qui est très important. Ça fait partie, en fait, de qualités qu'on peut avoir autant chez l'homme que chez la femme. Donc, c'est vraiment toute cette énergie, j'ai envie de dire, de réceptivité. Donc, c'est une énergie qui vient vraiment de l'intérieur. Donc, on est sur toute cette part, j'ai envie de dire, du nourricier, de l'empathie, de la bienveillance. On va être sur tout ce qui peut être en effet, bon, quand tu dis le monde un peu subtil, ça va être toutes ces notions d'intuition, de spiritualité. Donc c'est en fait ce qui est très intéressant, c'est que comparé si tu vas au masculin, le masculin va être sur l'action, va être en effet sur la protection. Le principe, c'est que l'énergie féminine, c'est, si on peut dire, c'est l'idée. Voilà, j'ai une idée, je commence à la créer, elle vient dans ma tête, et l'énergie masculine va te permettre de mettre en action cette idée. Donc, ce sont vraiment en fait deux énergies qui vont de pair, j'ai envie de dire, qui se combinent, qui ont besoin de s'équilibrer. En revanche, c'est vrai enfin, que les énergies féminines ont eu souvent, j'ai envie de dire, mauvaise réputation. On a eu tendance à les considérer plutôt comme des faiblesses. Et c'est quelque chose, au contraire, aujourd'hui, que les femmes et j'ai même envie de dire, je pense que les hommes aussi cherchent à se réapproprier. On est en train de remettre en avant, de réaccepter, oui, de réintégrer en fait toutes ces qualités du féminin, de cet amour, inconditionnel, de cette capacité de création, d'empathie, de coopération, de compassion, qui deviennent, je pense, en plus très liées à des valeurs qui deviennent de plus en plus importantes dans notre société. Et donc voilà, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on est vraiment en train de remettre en avant et d'essayer de se réapproprier. Eh bien, je te remercie, Julie. C'est très intéressant. Nous sommes dans l'ère du féminin sacré. Et du coup, Virginie, est-ce que tu veux peut-être apporter un regard énergétique sur la féminité? Comment est-ce que la féminité Oui. sacrée, ou le masculin sacré d'ailleurs, comment est-ce que tu le vois toi? Alors déjà, juste une petite précision, la féminité va être propre à un genre. Donc quand on parle de féminité, Voilà, c'est ça. on parle d'un genre. Quand on parle de masculinité, on parle d'un autre genre. Alors que le féminin, c'est une polarité à l'intérieur de chaque être. Donc on a en nous, les femmes, le féminin et le masculin. Donc cette représentation du yin et du yang, pour moi, je suis d'accord avec Julie, c'est important de parler de cette dimension énergétique. Donc quand on regarde le dessin, on voit bien qu'il y a un côté noir, un côté blanc. Le côté noir étant l'ombre et représentant le yin, la femme, et le côté blanc représentant le yang, l'homme. Et donc, on voit bien surtout la subtilité, c'est qu'il y a une part d'ombre dans la lumière, une part de lumière dans l'ombre. C'est bien là où on voit que ces deux énergies finalement fusionnent et mixent ensemble. Alors, sous le regard du Tao, moi j'ai bien aimé parce que le côté yin correspond au côté ombragé de la montagne et le côté yang correspond au côté ensoleillé de la montagne. On a bien les deux énergies. D'un côté, l'énergie de la lune, et ça nous rapproche avec les cycles, hein, on en a déjà parlé dans un autre atelier, et le côté solaire pour les hommes. On est sur deux énergies différentes. Après, dans les propos, je rejoindrai complètement Julie. Je crois que les mots clés ont été dits. Je rajouterais que peut-être énergétiquement, on rapproche ça souvent à la sensation d'ombre, de froid, d'obscurité, à l'eau, à l'énergie de l'eau. Alors que chez l'homme, dans le côté yang, côté masculin, alors quand je dis l'homme, c'est l'homme en la femme aussi. Hein, c'est vraiment plus dans la polarité. Hein, c'est pas pour les diviser justement. Ça va être plus le côté chaud, le côté feu, le côté lumière.
Voilà. Et on a aussi une partie du côté yin qui va être liée à cet espace de l'inconscient. Alors ça doit te parler, Julie, en psychologie. Et le côté yang qui va parler plus au côté conscient. Pour moi, on le verra tout à l'heure dans Accueillir sa dimension féminine, c'est intéressant que cette symbolique nous parle de l'ombre chez la femme, puisque pour moi, c'est vraiment quand on va aller connecter sa part d'ombre profonde, elle est là, la profonde féminité pour moi, quand on retourne dans l'ombre, quand on retourne dans l'antre finalement de la femme, c'est là où on va aller connecter son âme, c'est là où on va aller connecter son essence. Et juste pour terminer sur ce symbole, on a parlé donc du yin, on a parlé du yang, du noir, du blanc, mais on voit bien le S entre les deux, qui pour moi rappelle cette fusion nécessaire entre les deux énergies, et surtout le symbole du cercle tout autour, qui représente finalement tout l'univers, mais qui pour moi est aussi symbole d'unité et d'équilibre. Voilà, avec cette sphère tout autour. Donc, juste voilà, pour moi, il n'y a pas de principe unique, ça n'aurait pas de sens. C'est vraiment les deux, la combinaison des deux. Eh bien, je vous remercie. Je pense qu'on a bien défini, peut-être un petit peu mieux que ce que j'ai pu trouver un peu partout en faisant mes recherches pour cette émission. Moi, je vous propose maintenant peut-être d'aller regarder les archétypes, parce qu'on entend beaucoup, moi-même par exemple, ce collier m'a été offert par une amie. Il a été fabriqué dans un village sacré en Inde, et elle est partie en Inde visiter. Elle m'a ramené ce collier qui a été fabriqué par des femmes dans un village sacré. Alors pour moi, ce collier est un collier de déesse, et quand je le mets, je me sens une déesse. Tout autant, effectivement, quand je vais, par exemple, m'amuser, je sais pas, à faire certaines choses, je vais avoir une sensation peut-être d'être quelqu'un d'autre et non pas une déesse. À ce moment-là, peut-être quelqu'un d'autre. On a finalement en nous beaucoup de définitions, peut-être beaucoup de personnalités. Je ne sais pas si ça pourrait se dire. Un archétype, en tout cas. Et je pense que c'est intéressant peut-être de venir les aborder pour comprendre ce qui se joue en nous. Donc si on s'est mis d'accord du coup de prendre ces archétypes-là pour travailler sur ces archétypes-là durant cette émission, on va avoir par exemple la jeune fille. Donc la jeune fille du coup, peut-être Julie, est-ce que tu veux commencer à parler de la jeune fille Qu'est-ce que la jeune fille finalement en moi, en toi? Qu'est-ce que la jeune fille? Alors, qu'est-ce que la jeune fille? Alors, la jeune fille, en tous les cas, cet archétype-là, déjà correspond en effet à nos, j'ai envie de dire, à nos premières années. C'est-à-dire, c'est vraiment l'énergie genre, de la jeune fille, donc de l'adolescente, de cette, enfin, j'ai envie de dire de cette femme qui est en croissance, qui est en naissance. Donc c'est une énergie, si on, enfin, j'ai envie de dire, si on essaye de se remémorer comment on était dans nos 18-20 ans, ça va être une énergie assez, voilà, extérieur, mais où on va mettre un petit peu nos besoins en priorité. C'est-à-dire, on a un côté très dynamique, on a un côté très envie de, j'ai envie de dire, de goûter à tout, un côté aventurier, un côté une sexualité qui est en train de se réveiller, où on a envie de découvrir les choses, où on est dans le jeu, on est dans le plaisir, on est intellectuellement, on va avoir voilà, c'est vraiment des moments où on est très créatif, en tous les cas beaucoup pour mettre en place énormément de projets pour les porter. C'est vraiment, pour moi, c'est l'image, oui, c'est en plus, si on le fait, j'ai envie de dire, par rapport au cycle menstruel, c'est juste le préovulatoire. Donc, en fait, c'est juste le cycle après les règles. Donc, c'est en fait le cycle où la femme est libre, dans le sens où elle ne risque pas de tomber enceinte. Donc, il y a vraiment cette liberté de fête, cette liberté de jeu, cette liberté voilà, d'énergie du printemps. Le beau temps commence à arriver. On a envie de porter des couleurs vives, on a envie de danser, on a envie de, voilà, c'est l'énergie de la jeune fille. J'ai envie de dire, c'est un petit peu celle-là. Alors Virginie, je pense que Virginie va compléter. Veux-tu nous parler de la jeune fille?
Alors, moi, je pense que c'est assez bien résumé du côté de Julie. Je voudrais pas être redondante. Moi, ce que je voulais apporter, c'est peut-être un regard complémentaire, c'est-à-dire qu'il y a différents archétypes. On ne peut pas décemment sur une émission d'1 heure en prenant un petit temps sur les archétypes, parler de tous les archétypes. Tu l'as évoqué en off tout à l'heure. Selon les approches, on va avoir un nombre d'archétypes. Donc, si on voit par la culture, par les traditions, par la religion, par la mythologie, on va en trouver plusieurs. Donc peut-être que ceux qu'on va nommer là, certaines personnes de l'autre côté de l'écran vont se dire ah ben mince, je retrouve pas cet archétype. Et c'est normal puisqu'on peut pas tous les aborder. Donc il va y avoir les déesses. On travaille beaucoup dans la féminité avec les déesses égyptiennes, grecques ou romaines, hein, beaucoup, avec les représentations religieuses comme la Vierge Marie, Marie-Madeleine. Et puis après, on est aussi sur les vibrations d'amour avec Amma ou Kali en Inde. Voilà. Donc moi, ce que je vais essayer, c'est de me raccrocher à chaque fois à Julie et de proposer peut-être d'autres archétypes que les personnes pourraient entendre. Moi, je travaille beaucoup avec la princesse guerrière sur l'archétype de la jeune fille finalement. Ça peut être aussi l'Amazone, ça peut être aussi la Vierge ou la Fée. Ce sont des énergies, comme l'a nommé Julie, exactement dans la période du printemps, dans le cycle. Mais ça, on en a fait une émission plus en détail là-dessus ensemble, Cécile. Disons que effectivement, je compléterai en disant que c'est la femme sauvage, un petit peu la femme sauvage en nous, la femme libre, forte, sauvage et guerrière. Elle a la fougue de la jeunesse. C'est ça qui la caractérise. Elle a vraiment la fougue de la jeunesse. Elle est prête à danser dans la forêt. Son corps est paré. Elle a mis, tu vois, tu imagines une princesse guerrière qui arrive et qui est prête à aller au combat, mais au combat dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, dans toute sa fougue. Eh ben, on a cette énergie-là, nous les femmes, à l'intérieur de nous. Juste, je rajouterais aussi que là, on va survoler quelques archétypes. Mais on n'est pas seulement la mère ou on n'est pas seulement la jeune fille, hein, on n'est pas seulement douce ou forte ou violente ou faible. C'est bien plus subtil et que là, on va balayer ce qu'on peut. Hein. Oui, c'est ça. On n'a qu'une heure d'émission, hein, donc on va au plus pressé et on va au plus rapide. Du coup, après la jeune fille, donc en fleurs et qui est quand même une Amazone et une guerrière, même si elle est très amoureuse, hein, voilà, cette jeune fille, on va passer à la mère. Alors la mère, du coup, Julie, est-ce que tu veux venir regarder, puisque Virginie, tu compléteras, c'est ça, à chaque fois. Du coup, Julie, est-ce que tu veux nous parler de la mère? Alors la mère, c'est le nourricier. La mère, c'est la phase de la phase ovulatoire, c'est la phase de l'été, c'est tout est, j'ai envie de dire, tout est en rondeur et tout est en fait, j'ai envie de dire dans la mère en fait. Le mot mère porte déjà tout son sens. Donc on est tourné vers l'autre, on est tourné dans le principe de vouloir prendre soin de l'autre, non pas alors pas obligatoirement dans le côté sacrifice, version je m'oublie complètement, moi je disparais. Mais malgré tout, l'autre vient devant. Et on est vraiment dans cette énergie de vouloir prendre soin. C'est le principe de l'ovulation, donc le principe où on est capable de féconder. Et donc, c'est imaginer le principe qu'on est en train d'attendre un enfant et de tout cet amour qu'on a envie de donner à cet enfant qui arrive ou qui est là. Donc, pour moi, oui, l'image de la mère, c'est vraiment ça. Et après, là où je rejoins ce que disait un petit peu Virginie, c'est que ce sont des archétypes qu'on présente, des énergies, mais ce sont des énergies en fait que chacun d'entre nous avons. On a les énergies de jeune fille, de mère et d'autres archétypes. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir comment on les utilise. Si elles sont plutôt, j'ai envie de dire, restreintes ou si au contraire on les utilise trop. Par exemple, en effet, si l'énergie de la mère est beaucoup trop importante, on risque d'être dans un côté très sacrificiel. Si on n'est pas du tout dans cette énergie de la mère, on peut être au contraire dans un côté très je ne suis pas du tout sentimentale, je ne m'attache pas affectivement à l'autre. Donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est intéressant d'essayer de comprendre un peu ces énergies, ces archétypes, pour comprendre en soi comment elles sont présentes, comment on les utilise et comment on les équilibre. Je te remercie. Je voulais continuer même en étant mère à danser dans la forêt en tant qu'Amazone, moi. Donc ça m'intéresse de savoir que tout est là. Je peux continuer. Virginie, du coup, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la mère ?
Oui, sur la mer, moi je vais utiliser. Bon, alors vraiment la mer, c'est vraiment aussi principalement celle qu'on retrouve dans les différentes cultures. Je vais utiliser aussi la déesse mère, vraiment Gaïa en fait, hein, celle qui est porteuse de toute la reliance universelle, puisqu'elle aime en fait toutes les dimensions. Mais pour rejoindre Julie, on est vraiment dans cette dimension d'amour inconditionnel, très maternant en fait, hein. Et la mère des mers, la mère terre Gaïa, en fait, c'est vraiment ça, c'est nourrir finalement le principe de la terre. On peut retrouver au niveau des déesses grecques, on va plus utiliser Déméter. Voilà. Pour moi, c'est symbole de pleine puissance aussi, hein. Là, on est à l'apogée effectivement dans l'été. Donc, on peut vraiment s'ouvrir à soi-même. Et quand on s'est ouvert pleinement, et ça rejoint le principe d'accueillir sa dimension féminine, c'est-à-dire que quand on rejoint vraiment sa pleine puissance, quand on est vraiment reconnecté à soi dans l'amour inconditionnel et qu'on a pu retrouver son essence et sa connexion à sa féminité profonde, on peut aller finalement s'ouvrir au monde, célébrer la vie et être là vraiment dans un principe de création et de protection de la vie pour tous, quoi. Voilà. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors passons maintenant à un autre archétype qui a un nom merveilleux. Ça s'appelle l'enchanteresse. Alors voilà, Ouais. du coup, vraiment, on se dit que là, on entend enchanteresse, on a envie de créer des choses merveilleuses dans le monde, quoi. Alors, Alors, raconte-moi, Julie. l'enchanteresse aussi, l'ensorceleuse, et là, c'est un des très jolis noms, mais qui, j'avoue, malgré tout, qui peut être assez difficile à gérer pour nous les femmes. Parce que c'est le moment, donc c'est le moment de l'automne, donc c'est le moment où on commence à rentrer un petit peu dans notre intériorité. Donc rentrer dans l'intériorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire on commence à lâcher l'intellectuel et on commence malgré tout à être déjà plus attiré, plus attiré par l'ésotérisme. On va avoir une intuition qui va commencer à se développer plus et surtout on va avoir l'émotionnel qui va commencer à arriver. Et l'émotionnel qui va commencer à arriver, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va commencer à devenir de plus en plus empathique, mais voilà, on va avoir tendance à prendre un petit peu, j'ai envie de dire, ces émotions. Je vais pas dire à bras le corps, c'est plutôt les émotions qui vont nous prendre à bras le corps. Dans le sens où elles peuvent de temps en temps un peu nous déborder. On va devenir, par exemple, commencer à écouter les nouvelles à la télé. Chaque drame va devenir pour nous vraiment limite un drame personnel. Donc voilà, donc en fait, on a des sens qui deviennent de plus en plus aiguisés. On va commencer à être de plus en plus en relation avec la nature. Donc on a en fait tout ce, j'ai envie de dire, toute cette sensibilité-là qui commence à arriver et on commence à prendre, entre guillemets, aussi enfin, à prendre conscience, mais oui, de cette force féminine qu'on a en nous. C'est pour ça qu'on parle de l'enchanteresse, qu'on parle de l'ensorceleuse, parce qu'on va commencer à avoir, par exemple, une sexualité où on va être plus vers l'homme, on va aller chercher par rapport à nos besoins en tant que femme, non plus en tant que jeune fille, mais en tant que femme, donc avec quelque chose qui peut être limite un peu plus animal, limite un peu plus instinctif, primitif. Donc on a cette force féminine qui commence à arriver, donc c'est vrai qu'il voilà, qui peut faire entre guillemets un peu peur. C'est des moments où on va vouloir, enfin, on parle sans obligatoirement avoir conscience de tout ce qu'on dit. Donc, c'est vrai que c'est souvent dans des moments où on a envie de dire, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, c'est peut-être pas le moment d'essayer de le résoudre. Voilà, où on peut être un petit peu, entre guillemets, voilà, dans cette. Mais ce qui est très intéressant, c'est l'ouverture pour moi, c'est vraiment l'ouverture des portes vers le monde subtil, vers le monde intérieur, vers voilà, c'est cette descente à l'intérieur de nous. Eh ben, merci. Virginie, veux-tu rajouter Oui. quelque chose? Oui, oui, c'est intéressant. Moi, j'aime bien travailler sur ces archétypes-là pour justement aller chercher effectivement au moment où la femme commence à rentrer dans sa période de fermeture, au moment où elle commence à descendre à l'intérieur d'elle-même, d'aller chercher en fait toute cette femme intuitive qui se retrouve dans ces archétypes-là. Donc, on peut entendre aussi la magicienne qui parle bien avec l'enchanteresse, hein, elle a des pouvoirs magiques, et la chamane aussi, hein, puisque la chamane, elle fait tout un travail de lien avec les différents mondes subtils. Elle est en lien avec sa spiritualité, mais aussi la nature. C'est-à-dire que quand on parle de dimension subtile, on a aussi les sens subtils. Hein, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais en fait, donc en énergétique, c'est les dimensions-là du chakra coronal, du chakra frontal, la clairaudience là qui se situe plus par là. On va avoir ces sens subtils-là qui s'affinent. Et on va aussi aller travailler sur la femme guérisseuse.
C'est-à-dire que la femme qui travaille sur elle va devenir au fur et à mesure la femme guérie, et en devenant la femme guérie, elle va devenir à son tour la femme guérisseuse. Donc c'est le top. C'est quand on arrive à la femme guérie guérisseuse, c'est vraiment formidable, quoi. Alors moi, je travaille avec les 13 mères originelles sur la tradition amérindienne, les cycles des 13 lunes, et on en parle de ça, de la femme guérisseuse. Voilà. On accède au pardon et on accède à la vision. C'est là où vraiment les sens subtils s'ouvrent. Voilà. Ça me plaît quand même, hein. Vous avez dit que c'était difficile à vivre, mais ça me plaît bien quand même, cet archétype-là. On passe au dernier archétype. On les vit, hein. Oui, mais c'est ça, on les vit. On les vit à chaque période. De toute façon, on les vit, et puis on les vit déjà dans notre corps, sans forcément en avoir conscience, d'où l'intérêt, en fait, d'aller découvrir sa dimension dans son féminin. Et les hommes aussi peuvent aller connecter des archétypes, hein. Enfin bon, ce sera pas le sujet de cette émission, mais même sur des archétypes féminins, les hommes peuvent aller chercher aussi des énergies communes, hein. Mais Voilà, une émission sur le masculin est prévue. Je pense que nous irons chercher quand même le féminin dans le masculin. Le dernier archétype que nous allons regarder, c'est celui de la sorcière. Alors, du coup, j'ai quand même besoin d'une explication de ce mot de sorcière qui peut avoir tellement de significations. Julie, du coup, la sorcière pour toi, qu'est-ce que c'est? Sachant qu'une sorcière, moi, si je prends Disney, ça fait pas très envie. Maintenant, si je prends ma sorcière bien aimée, c'est carrément cool. Donc, finalement, une sorcière, qu'est-ce que ça représente réellement? Pour moi, la sorcière, c'est ce que disait Virginie en fait. C'est la femme qui a guéri et qui est guérisseuse. La sorcière, pour moi, c'est cette personne, enfin c'est cette femme qui a cette connaissance innée de la nature, qui a voilà cette sagesse ancestrale. C'est cette femme qui s'est complètement acceptée elle-même dans son corps, dans sa vie, qui a voilà et qui a vécu, qui est capable d'affronter ses propres ombres. C'est-à-dire que voilà, la sorcière et cette phase de la sorcière, c'est l'intériorisation. C'est un moment où on est à l'intérieur de soi. On a besoin de ce calme, on a besoin d'avoir un petit peu cette bulle où on prend soin de notre corps parce que voilà, c'est le moment de nos règles où on peut être plus fatigué, on est plus dans la lenteur. Donc c'est vrai qu'il y a voilà cette notion de corps dont il faut prendre soin et qui est très important. Il y a j'ai envie de dire toute cette notion et qu'en fait qu'on n'a pas dit parce que un des mots clés aussi de la femme dans sa définition, c'est qu'elle est cyclique. Oui. Et c'est un petit peu voilà. Et c'est un petit peu cette phase de la sorcière, c'est les règles, c'est la fin d'un cycle. Donc c'est ce moment aussi où on est à l'intérieur de soi, où on regarde ce qui s'est passé, on lâche ce dont on n'a plus besoin pour entrer dans un nouveau cycle et mettre en place quelque chose de nouveau. Mais pour rentrer dans ce nouveau cycle avec quelque chose de nouveau, on a ce besoin d'aller à l'intérieur de soi, d'aller de se poser, de voir en ayant en plus cet apport de nos intuitions, tout cet apport de cette connaissance innée, de ce rattachement à la conscience collective, à beaucoup de choses, qui va nous permettre un petit peu de voir ce qui est bon, de voir ce qui est pas bon, de lâcher ce dont on n'a plus besoin pour pouvoir re-rentrer dans dans un nouveau cycle. Donc c'est un moment de deuil. Il faut aussi, hein, c'est un moment où il faut laisser sortir des émotions, s'autoriser à avoir ces moments j'ai envie de dire de chagrin, parce que comme toute fin de cycle, on laisse quelque chose derrière pour s'ouvrir à quelque chose. Mais donc, voilà, c'est aussi ce moment de deuil. Mais pour moi, la sorcière, c'est ça, c'est cette personne qui a cette notion d'ombre intérieure, de reconnexion à son soi véritable, d'enracinement avec la terre-mère, de protection de la nature, protection de la terre-mère. C'est un peu, moi, c'est comme ça que je le vois en tous les cas. Ben merci. Alors moi, j'aurais quelques précisions. Je suis pas tout à fait sur raccord avec Julie, puisque ce que tu décris pour moi correspond à des énergies plus liées à l'enchanteresse. Moi, sur la sorcière, en fait, c'est à comprendre que la symbolique de la sorcière, elle est en lien avec le chaudron.
son chaudron en fait, hein, qui lui sert à faire ses potions. Et finalement, bon bah là je peux pas le faire, mais ce chaudron-là, je le dessinerai sur l'utérus en fait, hein, sur le plancher pelvien. Si on regarde le plancher pelvien, il est comme ça. Donc vraiment, on va se connecter à son chaudron. On va descendre à l'intérieur de soi et on va aller chercher l'obscurité à l'intérieur de soi. C'est pour ça que c'est une sorcière. C'est-à-dire qu'elle va vraiment aller touiller à l'intérieur de son chaudron. Elle va aller remuer l'énergie intérieure personnelle. Et effectivement, dans ses projets, dans tout ce qu'elle a mis en place, elle va aller s'introspecter. On appelle ça la sage aussi, hein. Et chez les déesses grecques, on pourrait utiliser Perséphone. Moi, j'aime bien utiliser la Baba Yaga, en fait, comme archétype aussi sur cette période-là, puisque la Baba Yaga aussi, elle a cette notion de mère, mais la mère pour soi-même, en fait, finalement. Se nourrir à l'intérieur de soi. Et puis savoir qu'on a enfin, nos savoirs sont innés, nos savoirs viennent de notre profondeur. Donc, c'est comme ça que je la vois, l'archétype de la sorcière. Et finalement, même si elle est à l'apogée de toutes ces connexions subtiles, c'est-à-dire qu'effectivement, elle a toute son intuition qui est ouverte, hein, et ça peut être très fort pour les femmes, hein. D'ailleurs, dans la tradition chamane, on dit bien que la femme lunée, dont la femme qui a ses règles, est la femme puissante, hein. Elles étaient interdites, par exemple, de huttes de sudation, pas parce qu'on voulait sortir les femmes de la hutte de sudation et les éjecter. Non, c'est qu'elles étaient considérées tellement puissantes qu'elles n'avaient même pas besoin de venir en hutte de sudation pour connecter, en fait, les autres dimensions. Elles sont déjà, avec leur lune, connectées à toutes les dimensions. Donc, elle a cette puissance-là à travers ses règles, à travers ses lunes, et en même temps, elle a à aller chercher tout à l'intérieur d'elle-même. Avant que tu termines sur les archétypes, moi j'aurais bien juste balayé 2-3 déesses qui peuvent donner des pistes à celles qui nous regardent, ou même ceux, hein, si les hommes veulent essayer. Voilà. Ouais, pour le coup, c'est-à-dire que voilà, on travaille beaucoup aussi avec Isis, qui est une déesse qui va permettre la quête de recouvrement de l'âme. Donc là, il faudrait aller voir dans la mythologie, hein, il y a tout le travail de récupération des morceaux du corps d'Osiris. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais vraiment, Isis se rapproche de la chamane, en fait, où on va aller rechercher, en fait, tous les morceaux de nous-mêmes et aller se reconstituer en une unité. Il y a également Athéna aussi que j'aime bien, qui est la guerrière pacifique. Donc ça, c'est sympa aussi d'aller travailler sur cet archétype-là. Et Vénus. Alors Vénus, elle est formidable parce que Vénus, on va travailler sur la notion de beauté. Alors évidemment qu'on va travailler sur la beauté extérieure, hein. Vénus, on ne peut pas la rater. Mais il y a aussi explorer sa propre beauté intérieure et faire le lien entre le corps, qui va être plus d'un principe extérieur finalement, et l'âme, qui va être d'un principe intérieur. Donc travailler sur la déesse romaine Vénus, c'est super intéressant. Aphrodite, hein, chez les Grecs, dans la même dimension. Après, en énergétique, vraiment pure, quand je fais des soins énergétiques, j'ai souvent la présence de la Vierge Marie qui est présente. Et là, on sent la déesse mère, on sent la notion d'amour inconditionnel. On sent qu'il y a vraiment cette messagère de connectez-vous à l'amour inconditionnel, universel. Oui. Donc ça aussi. Donc, et là, je parle sortie des dogmes religieux, hein. C'est vraiment oui, juste la dimension énergétique, hein. Et Marie-Madeleine, on va être plus dans la femme, finalement, dans l'incarnation, en lien avec la spiritualité. C'est-à-dire qu'on est dans la femme qui a accès à sa sexualité et en même temps qui est dans la dimension spirituelle. Elle est aussi une femme guérisseuse et elle est parole et messagère du féminin sacré. Voilà. Que de femmes merveilleuses, mais que de femmes merveilleuses. Maintenant qu'on a vu peut-être chaque phase de notre vie, chaque phase de nos cycles, et qu'on a vu effectivement peut-être des divinités auxquelles se raccrocher, ou en tout cas venir s'inspirer peut-être, ou travailler comme tu dis, justement, comment est-ce qu'on accueille cette féminité intérieure, comment est-ce qu'on travaille sa féminité finalement, comment on se construit, ou comment on se reconstruit, puisqu'on s'est peut-être construit avec une mauvaise image de soi au niveau de sa féminité, hein, qui peut être liée à plein de choses, qui peut être culturelle, qui peut être familiale, qui peut être de mauvaises expériences, qui peut être plein de choses, effectivement. On a besoin parfois de venir reconstruire sa féminité, non pas son image, hein, mais sa féminité. Donc s'accepter, se valoriser, se comprendre. Julie, du coup,
toi, comment est-ce que tu accompagnes finalement, qu'est-ce que c'est cette démarche pour accueillir sa dimension féminine, sa féminité intérieure? Vaste question. Très vaste question. Je pense que confirme. déjà la première chose est de s'écouter. Ça fait partie des choses, enfin voilà, un point qui peut paraître très basique, mais qui est malgré tout très important. C'est de s'écouter. Moi, c'est vrai que bon, j'ai l'occasion de travailler avec beaucoup de femmes, j'ai l'occasion de travailler avec beaucoup de femmes dans le cadre de l'expatriation, et très souvent au travers de l'expatriation, il se trouve que bon, c'est souvent la femme qui suit l'homme, donc la femme qui laisse une partie d'elle-même entre guillemets derrière elle, et conclusion se retrouve confrontée à ces positions de mère, d'épouse, de femme qui ne travaille plus ou qui travaillait. Donc, et conclusion, va se poser cette notion de, en effet, mais qui je suis en tant que femme. Donc, ça va au-delà, en fait, de l'identité. C'est que très souvent, on est très vite happé par un rôle de mère ou par un rôle d'épouse, mais avec de plus en plus cette sensation de se dire, mais il me manque quelque chose. Moi, j'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui a aussi besoin de se construire, qui a aussi besoin d'être construit. Et donc, arrive ce moment où elles vont arriver, entre guillemets, dans mon cabinet, où c'est vrai que voilà, il va y avoir ce besoin de s'écouter, il va y avoir ce besoin aussi de travailler un petit peu ses croyances. Quelle est l'image de la femme? Quelle image moi j'ai de la femme de par la société dans laquelle je vis, de par mon éducation, de par les parents que j'ai pu avoir, de par mes grands-parents, mes arrière-grands-parents? C'est que très souvent, on remarque aussi que des schémas sont répétitifs, que voilà, on va répéter comment ont pu être nos mères, comment ont pu être nos grands-mères, et qu'on se rend compte que nos filles sont aussi pareilles. Donc, il y a aussi ces éveils qui se disent, mais attends, il y a quelque chose quand même j'ai envie de dire, d'étrange dans ces répétitions. Et conclusion, c'est un moment de s'autoriser à se dire, mais je peux m'autoriser à être. Voilà, c'est OK. En fait, c'est OK que je sois telle que je suis. Et donc, il y a tout ce travail, en fait, à faire j'ai presque envie de dire, de détachement à l'autre, mais qui malgré tout, qui fait partie un petit peu des étapes parce que oui, c'est vrai que souvent la femme, on a envie de faire plaisir à l'autre, on a envie un peu d'être dans son don par rapport à l'autre, donc c'est un exercice qui peut être difficile, qui peut être considéré comme de l'égoïsme, mais qui n'est pas du tout de l'égoïsme, de se tourner vers soi, et d'essayer de s'écouter, de comprendre nos propres besoins. Donc ça peut être en effet travailler de par les cycles menstruels et de voir un petit peu comment sont nos comportements par rapport à par rapport au cycle. Mais pour moi, c'est vraiment ce principe de s'autoriser à aller dans sa propre authenticité. Donc c'est le travail intérieur, c'est le travail de l'ombre, c'est aller à l'intérieur de soi, mais en se disant qu'en fait nos forces sont justement dans notre féminin, que tout ce qui va nous accompagner dans ce travail d'introspection personnelle qui est courageux, qui est difficile, en fait ce qui va nous aider, ce sont toutes ces forces d'énergie féminine dont on parlait, qui sont cet amour, cette compassion, cette réceptivité, cette guidance, en fait, qu'on va apprendre à ouvrir à soi-même. C'est-à-dire que cet amour, ça va être cet amour pour soi, la compassion, ça va être l'autocompassion, ça va être apprendre à être dans la coopération, à savoir être soutenu aussi par d'autres personnes. C'est donc plus en fait on va découvrir ces énergies féminines et ces qualités, plus elles vont aussi venir nous donner de la force pour continuer ce chemin de s'autoriser à être soi, tout simplement. C'est très beau, c'est se détacher de l'autre pour s'attacher à soi, en fait. C'est ça. Donc la reconstruction du féminin, donc c'est vraiment s'accorder toutes les valeurs qu'on donne aux autres à nous-mêmes. Virginie, du coup, tu voulais regarder peut-être ça aussi, comment accueillir sa féminité. Alors, on a fait toutes les deux un atelier déjà sur, effectivement, les cycles féminins, la compréhension des cycles, et c'était en rapport avec les émotions, c'était par rapport au thème des émotions, comment on pouvait vivre et aborder ces émotions à chaque cycle, de notre cycle, à chaque phase, de notre cycle.
Du coup, tu voulais peut-être ajouter quelque chose sur comment accueillir Oui, sa féminité intérieure, comment est-ce qu'on la construit, comment on oui. la reconstruit. Je vais balayer les grands axes en fait que j'ai dégagés par rapport à ça. En fait, pour moi, accueillir sa dimension féminine, c'est s'autoriser avant tout, puisqu'on l'a déjà à l'intérieur de nous, mais pour des raisons comme l'a évoqué Julie, je ne vais pas répéter, on ne s'autorise pas. Donc, Oui. c'est s'autoriser à honorer son corps et s'autoriser à vivre tous ces attributs du féminin. Donc, il y en a beaucoup, hein, je les ai listés, hein, quelques-uns. L'écoute, la profondeur, la réceptivité, la créativité, la force, l'élan de vie, la douceur, la lenteur, l'intelligence du cœur, l'intelligence du corps, l'intelligence intuitive, la sensibilité, le magnétisme. On pourrait en faire encore tout un tas. Mais c'est vraiment, voilà. Donc c'est après, ce qui m'intéresse, moi, c'est le comment. Donc le comment, là, concrètement, sur ces attributs-là, mais c'est d'aller découvrir en nous, à travers peut-être d'ateliers ou de stages, comment par le chant, comment par la créativité, comment je peux récupérer ma confiance en moi, comment à travers de cercles de femmes, on en parlera tout à l'heure, je peux aller reconnecter peut-être ces attributs-là qui sont à l'extérieur de moi, que j'observe chez l'autre femme et que j'ai aussi à l'intérieur de moi, comment je travaille sur ma confiance pour pouvoir les exprimer. Il y a se réconcilier avec ses pouvoirs créateurs. Je dis bien ses pouvoirs créateurs parce qu'on a une puissance créatrice féminine. Moi, c'est là-dessus que je travaille en énergétique. Ça vient du chakra sacré. Mais en même temps, c'est très en lien avec le chakra racine, hein, puisqu'on va balayer toute de la période de la naissance jusqu'à l'adolescence. Se réconcilier avec ses pouvoirs créateurs, c'est aussi aller travailler donc dans la dimension psychogénéalogie, donc ses croyances, son histoire, comme disait Julie. Moi, je vais travailler aussi sur la dimension karmique, sur la dimension des vies passées, en fait, avec l'énergétique. On peut avoir des blocages transgénérationnels et des blocages karmiques qui sont aussi dans nos vies. Donc, ça peut être un travail complémentaire holistique, justement, d'aller travailler avec l'esprit, avec la psyché, avec l'émotionnel, mais aussi avec l'énergétique. Voilà. Ensuite, je dirais que quand on a commencé à entreprendre ce chemin-là, on va pouvoir aller commencer à libérer sa puissance transformatrice. Il y a une force instinctive à l'intérieur de la femme, le feu sacré, j'appelle ça, la passion, hein, à l'intérieur de l'utérus. Voilà, tout ça, on va aller retrouver son mouvement créateur, mais qui est unique. Chaque femme est unique et chaque femme apporte au monde. Et quand une femme se libère, elle libère les autres femmes de la planète. Ah, mais Et c'est il y a beau. toute cette ouais, il y a toute cette particularité aussi de la relation à son corps. Là, Julie l'a évoqué tout à l'heure, mais effectivement, on comprendra, on sort, j'ose espérer qu'on sort d'une société patriarcale, mais on est, voilà, ça fait quand même 5000 ans qu'on est sous le pli d'une société patriarcale. On va pas faire le procès de ça, Non. puisqu'aujourd'hui, pour moi, C'est c'est ça. l'unification qui compte. Mais n'empêche que les femmes ont été abîmées dans leur corps, les femmes ont été abîmées dans leur ventre, et en même temps, c'est leur ressource. Donc, il y a toute une meilleure relation à remettre en route entre la femme et son corps, et ça va passer par accepter de descendre à l'intérieur du fond de son antre, ce que j'appelle la grotte sacrée, hein, toujours, avec cet espace de la yoni, de l'utérus, du ventre, et prendre conscience de ses propres rythmes. Donc les cycles le permettent, l'enseignement des 13 gardiennes aussi le permet, et de reprendre conscience aussi de sa puissance créatrice. Tout ça, c'est un parcours de guérison pour aller reconnecter une authentique relation d'amour pour soi-même. Et c'est quand on a fait tout ce travail en développement personnel, je pense qu'à un moment donné, on est un petit peu toutes confrontées à une part de mon histoire, qu'elle soit présente d'ici dans cette incarnation ou dans les vies passées, mais je suis forcément en tant que femme, avec les héritages qui nous viennent, à un moment donné, presque obligée d'aller voir dans mon histoire. Je suis presque obligée d'aller regarder à l'intérieur de moi, descendre dans sa profondeur. Je crois que Julie a utilisé le même terme. C'est vraiment ça. On n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pour que le nouveau émerge, on doit laisser mourir l'ancien. On a besoin de comprendre qu'est-ce qu'est l'ancien, et je décide de le laisser mourir et je vais laisser émerger la femme que je suis. Ensuite, par rapport à la sexualité, par rapport à cet espace du ventre et du sexe, je rajoute la notion d'espace de guérison, parce que j'ai rencontré des femmes qui ont un vrai cri intérieur et qui sont dans des enfermements. J'utilise beaucoup ce terme-là, hein, l'enfermement, parce qu'à travers de leur histoire, et puis les marques, hein, judéo-chrétiennes qu'il y a eu
encore rajouter une petite couche. Il y a des cris. Les femmes crient de l'intérieur. Souvent, elles ne peuvent pas l'exprimer, mais elles crient de l'intérieur. Donc, de rencontrer d'autres femmes. Quand on n'est pas prête à aller voir un thérapeute, déjà de rencontrer d'autres femmes, de faire le lien dans la sororité, ça va déjà être un premier pas pour avancer. Voilà, je te fais le lancement sur le prochain sujet. La transition. Je retiendrai quand même, c'est très intéressant dans votre sujet, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. Et ça, c'est intéressant de comprendre que c'est... Tu vois, tu parlais de cris, Virginie, mais Julie, tu parlais aussi qu'on n'avait plus le choix. C'est qu'à un moment donné, c'est plus fort que nous, que d'aller chercher finalement le pourquoi, le qui je suis, le comment je peux être. Et c'est très intéressant du coup de comprendre que c'est vrai, du coup, dans ma recherche, je voyais que c'était une voie initiatique, mais finalement, c'est vrai, c'est tout à fait ça, c'est l'idée de grandir, quoi, de guérir et de grandir. Et c'est ça que je retiens vraiment de votre sujet, c'est qu'à un moment donné, toutes les femmes, et sans doute tous les hommes aussi, doivent aller rechercher ce féminin en soi, ces énergies féminines, et de venir les mettre, de les travailler, on va dire, et de venir les mettre à la lumière. Je suis d'accord avec toi. Oui, ça sera tout l'objet de ton autre émission, mais effectivement, on voit bien tout ce qu'on a dit là, de se reconnecter à l'intérieur de soi-même, aller chercher sa force, sa confiance en soi, travailler sur sa lignée. On peut faire le parallèle avec les hommes. Exactement. Et d'ailleurs, je ne voudrais pas qu'on confonde que travailler sur sa lignée en tant que femme, c'est juste la lignée des femmes. Moi, je le vois en psychogé. Je travaille avec des femmes sur la lignée des hommes. Oui. Et j'ai travaillé, parce que maintenant je suis spécialisée avec les femmes, mais à un moment donné, j'accompagnais aussi les hommes. J'ai travaillé avec des hommes qui ont des problématiques par rapport à leur lignée de femmes dans leur famille. Oui, donc, on sent bien que le masculin et le féminin comptent les deux. Cette émission est pour tout le monde, et les hommes et les femmes. On aborde la féminité, mais c'est pour tout le monde. Et donc voilà, on va aborder, merci Virginie pour la transition parfaite de la sororité. La sororité, du coup, c'est vraiment cette réunion de femmes, ce groupe de femmes, ce groupe de sœurs, entre guillemets, vraiment ce lien particulier de plusieurs femmes qui se mettent ensemble pour partager des choses. Moi, j'ai quand même cette sensation, on entend beaucoup parler de cercles de femmes, on entend beaucoup parler de mouvements féminins à tendance spirituelle ou à tendance de développement personnel. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu magique là derrière. C'est le sentiment que j'en ai. Il y a quelque chose d'un peu plus grand que nous, quoi, qui se crée à ce moment-là quand on se retrouve entre femmes. Je vais peut-être poser la question à Julie, et ensuite je reviendrai vers toi Virginie, mais vos deux sensations m'intéressent parce que toutes les deux, vous animez des cercles de femmes, et donc vraiment ça m'intéresse de comprendre qu'est-ce qui se joue particulièrement, alors dans un égrégore, on va dire... On comprend ce qui se joue, un égrégore de prière ou un égrégore voilà, ne serait-ce qu'un match de foot, par exemple, c'est un égrégore. Mais effectivement, qu'est-ce qui se joue de particulier dans une sororité ? Qu'est-ce qui se passe, en fait, entre femmes ? Qu'est-ce qui se joue ? Qu'est-ce qui se révèle, en fait ? Alors, tes impressions, Cécile, sont tout à fait vraies. C'est quelque chose de plus grand que nous. C'est quelque chose de magique. Enfin, moi, j'en ai juste la chair de poule quand je repense à voilà, tous les cercles que j'ai pu animer, parce que quelque chose de très, très beau à chaque fois s'y passe. C'est un moment d'intimité. C'est un moment d'authenticité. C'est un moment où des femmes se retrouvent, quel que soit leur âge, quel que soit leur... j'ai envie de dire, travaillant à Lisbonne, je travaille aussi avec des étrangers, donc quelles que soient les nationalités, quel que soit l'âge, quelle que soit la couleur de peau, quelles que soient les religions, c'est vraiment, on se retrouve entre femmes, c'est un moment de soutien. Je trouve qui est très fort, très important de sentir que on est plus que soutenu par un groupe. On est soutenu par ces femmes qui nous comprennent, qui partagent ou qui ont partagé la même chose que nous. On entend les histoires, les partages des autres qui vont faire aussi écho en nous, qui vont mettre des mots sur des choses qu'on peut vivre intérieurement, mais voilà, qu'on ne comprend pas obligatoirement. Donc, conclusion, en effet, ça va faire écho. C'est un espace de liberté. Liberté de parole, on a le droit de parler comme comme on peut avoir la liberté d'air, et qui est complètement respecté. C'est un moment de respect parce que justement un cercle de femmes, on n'est pas là pour échanger, on n'est pas là on prend un thé, on papote autour de petits gâteaux et de thé. C'est que
chaque femme a sa parole et l'autre écoute. On ne va pas réagir à ce que dit la personne. On n'est pas là pour donner des jugements. On n'est pas là pour donner des conseils non plus. On est juste là dans des phases d'écoute, d'accueil, de réceptivité, et qui est en fait des moments assez rares malgré tout dans notre quotidien, c'est vrai. Et conclusion, ça crée vraiment, oui, un lien en plus assez invisible qui probablement, je pense, en fait, est là dès le début. Et je pense est là avant même que le cercle débute, mais dont on prend conscience probablement à la fin. Mais il y a ce lien invisible et magique entre nous. Ça donne envie, hein. Ouais, c'est ça. Ça donne envie. Carrément. Virginie, du coup, toi aussi, tu animes des cercles de femmes. Oui. Vas-y, parle-nous de Alors, ce lien magique. Alors, ce lien dans la sororité, hein, je rappelle, la sororité, c'est entre sœurs, hein, la Mhm. fraternité entre frères, la sororité entre sœurs. Je le dis parce que ça paraît évident Oui. pour nous, on connaît le mot, mais tout le monde ne le connaît pas forcément. On voit bien qu'on a un besoin de changement dans le monde qui vient de façon collective. Moi, j'ai la sensation qu'il y a un baume de guérison là, dans les inconscients collectifs. Je vais un petit peu encore reparler du patriarcat, hein, désolé, hein, mais on voit bien que les femmes ont payé, entre guillemets, les péchés d'Ève, ont été abusées, ont été humiliées, ont vécu le silence et la honte. Ces espaces de cercle de femmes vont offrir de vivre vraiment une initiation. C'est-à-dire que ça vient effectivement d'au-delà de nous, c'est magique parce que quand on fait un cercle de femmes, on constitue, comme tu le disais, un égrégore, effectivement. Alors, il peut y en avoir plusieurs à l'intérieur d'un cercle, mais il y a quelque chose qui se constitue. Et moi, qui ai cette dimension énergétique, je le sens à chaque cercle de femmes. J'ai différents archétypes qui se présentent. J'ai différents représentants, différents êtres de lumière des autres multidimensions. Bon, bienvenue dans mon monde, qui se présentent aussi et qui sont là en soutien. En fait, le maître mot, c'est soutien. Vivre ce cercle dans la sororité, c'est être dans le soutien. Et puis, au-delà de ça, quand les femmes accèdent à ça, elles soutiennent les hommes dans leur éveil du féminin. C'est-à-dire que moi, en prenant soin de moi, en allant dans ces espaces d'écoute et de douceur, où je me reconnecte de femme à femme, où je me reconnecte de cœur à cœur, où je suis dans la sagesse du féminin, qui enveloppe et soutient. Là, on sent, hein, on se sent dans un cercle de femmes, on se sent comme enveloppé. Pour quelle raison? C'est parce que dans les cercles, on le fait déjà entre femmes. On peut se retrouver entre copines, passer une soirée ensemble, déposer ce qu'on a à déposer, être dans l'écoute, ça existe déjà. L'intérêt des cercles de femmes, c'est qu'on a une femme qui est en fonction, une femme qui va être garante du cadre et de la bienveillance et de toute l'énergie qui va se constituer dans ce cercle-là. Et c'est en ça que c'est sécurisant et rassurant pour les femmes qui arrivent. Et puis, le processus est très fort parce que chaque femme qui parle dans le cercle, c'est une partie de nous. C'est-à-dire que c'est une partie de nous qui existe aujourd'hui ou qui a existé ou qui peut-être déjà préfigure dans ce que je vais vivre. Donc, chaque femme qui s'exprime, chaque femme qui se guérit, me guérit aussi moi. Et quand je me guéris moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, je guéris les autres femmes. Pour moi, c'est vraiment important. Donc, il y a le soutien aux hommes à travers ma guérison à moi en tant que femme, et ça, j'en suis persuadée. Il y a aussi, je pense, avec ce mouvement sociétal là, qui arrive, une compréhension pour les jeunes filles. Parce que jusqu'à maintenant, on en parlait peu ou maladroitement, ou c'était pas évident aussi hein, avec la religion. Et là, aujourd'hui, on sent que ça émerge. On sent que le rituel des lunes, par exemple, ou parler des cycles, ou de contraception naturelle, devient un peu plus abordable. Bon, dans certains secteurs, il faut encore chercher, mais on voit bien que les magazines en parlent. On parle de rituels, voilà, on parle de rituels, on parle de puissance féminine, on parle de féminin sacré. Et finalement, on va aider les jeunes filles aussi dans ces cercles de femmes, parce qu'il peut y avoir des cercles où on inclut les jeunes filles, où on peut inclure aussi des rituels de lune, pour mieux assumer et comprendre leur part féminine qui est en pleine construction. Comprendre que c'est un beau pouvoir, comprendre que le corps, c'est un temple, et de reconnecter avec cette dimension-là. Et dans ces cercles de femmes, bah c'est un petit peu la synthèse de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va plonger dans sa profonde obscurité.
Et on va aller rencontrer sa part d'ombre et on va aller reconnecter avec sa vulnérabilité. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, je me sens tellement en sécurité, je me sens tellement soutenue par les autres femmes que j'ai le droit de pleurer. J'ai le droit d'aller à la rencontre de mes peurs, je n'ai pas honte et en plus, je me sens soutenue. Finalement, j'ai le droit de voir que je suis forte et que je suis faible à la fois. Et c'est bon de savoir que je peux être les deux en même temps. Donc, je vais aller retrouver finalement dans cet instant aussi pour moi-même de silence, parce que quand j'écoute les autres femmes, je suis dans le silence, je vais aller me reconnecter à moi. Et je voudrais juste aborder aussi la femme dorée, la femme ménopausée aussi. On n'en parle pas forcément, mais elles sont essentielles dans ces cercles de femmes parce que dans notre société, on a un peu l'impression que quand on est arrivé à la ménopause, ben, on arrive à la fin de quelque chose, alors que finalement, dans la tradition amérindienne, on voit bien que c'est celle qui incarne le pouvoir. Sachant que la jeune fille, elle va y accéder, la femme réglée va la pratiquer et la femme dorée, elle va l'incarner, c'est-à-dire elle a toute la sagesse et la compréhension et elle est là pour la transmission. Et dans les cercles de femmes, c'est aussi très restauratif d'avoir des femmes ménopausées, d'avoir des femmes dorées. Et parfois, elles-mêmes ont leurs propres blessures, hein, d'ailleurs, hein, parce que elles ont aussi des fois des difficultés à accéder à cette autre étape de la vie et de pouvoir entendre les autres femmes qui les soutiennent, c'est aussi guérisseur. Donc voilà, tout ce que ça constitue. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Je voulais rebondir sur quelque chose, du coup, parce que j'entendais plusieurs fois le fait de venir regarder ses ombres, le fait de rentrer en profondeur face à ses blessures et compagnie. Et c'est vrai que quand, c'est juste pour faire un parallèle, quand on a enregistré l'émission sur l'unité, qui va bientôt sortir aussi, qui est un sujet qui va bientôt sortir, il était question du coup c'est quand on va regarder sa part d'ombre, lorsqu'on s'accepte entièrement avec sa faiblesse et sa force, lorsqu'on peut arriver finalement à associer son énergie yang et son énergie yin, mais en toute connaissance de son énergie yang et en toute connaissance de son énergie yin, qu'on accède à l'unité et donc à une paix intérieure et une joie intense. Donc voilà, ça me faisait, mon arborescence à moi, du coup, m'amène à me dire que travailler sur sa féminité et venir la réveiller si on est peut-être un petit peu trop culturellement ou familialement un petit peu trop yang, venir réveiller cette féminité, ça nous permet d'accéder aussi à une très grande paix intérieure et à un très grand bonheur, parce qu'on trouve à ce moment-là en soi une certaine unité. Donc vraiment, je vous remercie d'avoir abordé cette émission. Je vous remercie de tout ce que vous avez dit, c'est juste fabuleux. D'avoir éclairé peut-être ce qu'est la féminité sacrée avec autant de mots, autant de valeurs, autant d'images. Moi, je crois que cette émission va être très utile à beaucoup de gens. Donc, je vous remercie beaucoup, On espère. beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Je vous dis au revoir. Je vous dis merci. À bientôt. Merci puis... Julie, merci Cécile. Et donc, merci Cécile, merci Virginie. Et vous pourrez retrouver du coup, justement, après avoir vu cette émission-là, vous pouvez retrouver un atelier avec Julie, un atelier avec Virginie pour travailler justement ce féminin sacré et venir le réveiller en nous-mêmes. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission. Au revoir. Au revoir. Au revoir.